Hello, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, je vais faire une vidéo pour répondre aux questions que je reçois. J'ai une explosion du nombre de témoignages et de questions qui arrivent depuis un mois environ. Pas mal de personnes s'interrogent sur les choix de vie. Donc j'ai reçu un témoignage qui m'a un peu touché parce que c'est quelqu'un qui est handicapé et qui est fonctionnaire, voilà, donc comme quoi je dis quand même, comme quoi des fonctionnaires français m'écrivent et voilà. Donc c'est une personne qui dort que 4 heures par nuit, qui est allongée 12 heures par jour, qui pèse 140 kg à cause de ses médicaments. C'est vraiment une personne qui a un handicap physique. Ça m'a fait réfléchir parce que on oublie un peu rapidement, je trouve, la chance qu'on a quand on a la liberté de mouvement et l'absence d'emmerde de santé. Ce qui est un peu mon cas de figure, même si je fais de manière active, je suis une politique de manière active. Il m'a rappelé à quel point c'est un cadeau quand on n'est pas emmerdé avec des trucs qui pètent sur son corps. Ça, il m'a mis une bonne baffe dans la tête. Ensuite, il a créé 2 blogs. Un blog pour, a priori, d'autorité pour passer des concours administratifs dans l'univers un peu économique et financier, pour aller à Bercy, gérer les finances publiques, on va dire. Et il a un autre blog sur les livres qu'il lit en développement personnel. A priori, il en a lu 1 millier. Voilà, et donc il fait des fiches de lecture. Donc il a 2 petits blogs comme ça. Et donc sinon, il a un salaire de fonctionnaire, plus une petite pension d'handicap et une aide au logement. Voilà, donc il vit avec ça. Et il a un rêve, et c'est là où je vais commencer à réfléchir. Il a un rêve, c'est qu'il voudrait vivre à l'étranger, il voudrait s'expatrier depuis l'âge de 18 ans et qu'il n'a jamais réussi à concrétiser. Et donc il me donne tous ses paramètres de vie et il me demande ce que j'en pense. Alors, et en plus, là, il a une première contrainte, c'est les médicaments. J'ai rencontré pas mal de gens récemment, des cancers, des maladies long terme qui exigent d'être traités. J'en ai pris conscience que récemment, il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas la liberté de mouvement à cause d'une maladie long terme qui nécessite des médicaments. Et les remboursements des assurances maladie ne sont valables que dans le pays d'origine ou dans certains pays ou dans certaines zones. Alors je ne m'y connais pas en assurance santé, vous me posez des questions là-dessus, comment ça se passe à l'international. Sérieux, j'y connais que dalle, je vais pas vous mentir, je vais pas arriver à me poser en expert de l'assurance santé. Vous voulez savoir la vérité, j'ai pas d'assurance santé, j'en ai pas depuis 2010. Je considère que je préfère m'imposer un rythme de vie, et enfin pas un rythme de vie, mais je m'astreins quand même de manière un peu militaire pour gérer mon corps. Mon entourage vous le dira, je suis un peu siphonné et cintré. Je m'astreins de manière militaire à manger d'une certaine manière, à faire un certain nombre d'exercices et dans le but et à optimiser mon système hormonal dans le but d'être au top tout le temps. Pour financer ma vie de dingue, au niveau énergétique ma vie de dingue, et 2 parce que j'ai une peur bleue de la maladie. Je sais aussi ce que ça implique et donc je préfère ne pas. Ça veut dire quoi s'astreindre militairement? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'écarts et que je fais comme tout le monde des écarts, je suis pas un robot non plus, mais mon niveau d'écart est extrêmement faible comparé à la grande majorité des humains. Oui, il y a des plaisirs de bouche, oui c'est sympa d'être bourré. Quand j'ai dit souvent que j'étais alcoolisé à Bangkok et que je buvais trop, mais en fait au pire du pire de ma période où je buvais jamais que la moitié de la quantité moyenne absorbée par les Français de vin et d'alcool par jour. Moi j'en buvais que la moitié, et pour moi j'étais alcoolique et complètement en train de partir en couille. Donc ça montre. Et aujourd'hui je suis à 10% de la consommation moyenne des Français d'alcool, mais c'est pas que l'alcool, c'est entrer dans une boulangerie, faire un carnage, acheter de la merdouille. C'est super bon sur le moment, mais le problème c'est les conséquences à long terme, donc je préfère ne pas aller là-dedans. Et la contrepartie, c'est que donc comme je suis jamais malade, je me suis pas acheté d'assurance maladie, donc j'en ai absolument aucune idée des trucs d'assurance maladie internationale. Je suis vraiment mal placé pour vous conseiller malgré toutes les questions que vous me posez là-dessus. J'en sais foutrement rien parce que j'en ai pas. Voilà, j'ai jamais souscrit. Donc le calcul maintenant il est aussi financier. Je préfère assurer mon propre risque quelque part. Moi-même j'assure mon propre risque. Ça veut dire quoi assurer son risque international en expatriation? Ça veut dire que quand je vais à l'hôpital, on le voit pas d'ici, l'hôpital principal de Bangkok. Peut-être que c'est le bâtiment qui est là-bas en fait. C'est le Burungrad qui est un hôpital international.
Quand j'y vais, je paye, je suis pas remboursé, seulement si j'y vais une fois par an en ce moment, et encore pour des conneries, même pas, je suis pas allé depuis un certain temps. Donc j'achète moi-même mes propres médicaments quand j'ai besoin, parce que une fois que c'est toujours le même truc que j'ai déclenché, donc quand j'ai besoin, voilà, j'achète tout seul. Donc c'est pas comme en France, dans les pays étrangers, il faut que vous sachiez que vous pouvez acheter dans une pharmacie des antibiotiques, des machins, des trucs, des bidons. Enfin, j'achète pas d'antibiotiques, mais il y a plein de médicaments en vente libre, alors qu'en France tout est contrôlé. Donc on n'a pas besoin de passer par un médecin ici en Thaïlande ou au Costa Rica pour acheter, ou au Panama. Je connais pas bien le système au Panama encore parce que je n'ai jamais été malade au Panama, mais grosso modo il y a une certaine forme de liberté qu'il n'y a pas en France. Donc du coup l'assurance maladie, tout le système, voilà, c'est vraiment intéressant si vous déclenchez une maladie grave, genre cancer et compagnie. Un cancer ça coûte 100 000 euros. Ou 100 ou 150 000 euros, donc ça tape, voilà. Donc là, quand on assume soi-même son risque médical et qu'on doit payer son cancer, évidemment, ça tape fort dans le portefeuille. Cas de figure de ce monsieur, je vais aller chercher son prénom. Nicolas, en fait. Nicolas, hello. Ton blog, pour moi, il y avait au-delà de l'aspect médical pour s'expatrier, on le sait aujourd'hui, la principale cause d'échec. Il y a 3 causes d'échec, mais j'arrête pas de le dire, c'est toujours la même, mais c'est le couple qui explose, les couples qui explosent, mais c'est surtout le déficit de plan économique pour financer une expatriation. C'est là où beaucoup de Français échouent, c'est là où ils se plantent, ils n'ont pas programmé une source de revenus, ils ont mal goupillé leur volet économique. Donc pourquoi je réponds dans cette vidéo à Nicolas, parce qu'il sert d'exemple. Pour vous rappeler, donc là il a un blog, voilà, il a un certain nombre de lecteurs qui viennent chaque mois, 5000 je crois. Donc premier moyen de monétiser serait déjà de coller des liens d'affiliation via Amazon avec 1000 fiches de lecture, ça peut être un moyen, puisqu'on sait que sur Amazon, quand vous avez, même si ça rapporte que 3-4%, quand vous envoyez du monde et que ces gens en fait arrivent par votre intermédiaire, c'est l'ensemble de leurs commandes qui vont entrer dans votre compte affiliation. Ça a l'air comme ça à rien, mais Nicolas il gagne pas énormément d'argent, je vais pas donner publiquement ce qu'il gagne, mais il gagne pas énormément d'argent, et il y a vraiment moyen de gagner ce qu'il gagne actuellement dans la fonction publique via Amazon et l'affiliation, parce que quand vous avez quelqu'un qui va acheter un livre et qui va acheter d'autres trucs en même temps sur la tranche de 24 heures, et Amazon on sait que c'est un site qui convertit très très bien, et mine de rien j'ai fait un test, mais il y a certains articles qui peuvent envoyer jusqu'à 10 euros, 15 euros de chiffre d'affaires affiliation sur Amazon. Donc vu le nombre d'articles qu'il a, s'ils sont référencés sur des livres et tout, il y a moyen de gagner comme ça en revenu complémentaire, un petit revenu qui peut rapidement devenir un équivalent de ce qu'on gagne dans une fonction publique à mi-temps, quoi. Mais son blog en fait c'est ce que j'écris, il m'a demandé est-ce que tu peux me coacher, donc la réponse est non, parce que je ne peux pas coacher tout le monde, c'est mon temps, voilà, c'est impossible. Néanmoins, son blog, je l'ai regardé, comme il m'a touché avec son handicap physique, je me suis dit que j'allais dépenser quand même quelques minutes pour lui. Donc j'ai regardé son blog, et son blog il l'a conçu de telle manière qu'il fait des fiches intermédiaires en niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on est dans un monde binaire. Enfin, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de polariser à mort vos offres. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire des offres sur le marché des consommateurs. Et pour faire des offres qui marchent, il faut avoir une différence. Aujourd'hui, le business de masse lié aux classes moyennes qui sont en train de s'effondrer doucement mais sûrement, c'est pas génial. Le business de masse, il a lieu soit sur le low cost, donc soit sur le marché des riches. En fait, c'est que les extrêmes qui marchent aujourd'hui, donc je vous recommande de toujours positionner vos produits sur les extrêmes. Donc dans le cadre de Nicolas et dans le cadre de la production d'idées intellectuelles ou d'analyse, soit vous faites de la distraction, c'est ce que j'ai mis dans un commentaire sur Objectif Éco sur mon dernier article. 80% des vidéos YouTube font moins de 5 minutes, elles suscitent que 7% de l'engagement des internautes. C'est de la distraction, c'est-à-dire on est dans une station de métro à attendre un truc, un bus, un machin, un rendez-vous, enfin on est emmerdé quoi, dans un bouchon, on a son téléphone sous la main et on est en train de s'occuper du temps mort, et donc on va regarder des conneries, ce que je vous recommande pas du tout de faire d'ailleurs, mais la majorité des gens, des consommateurs, des internautes vont regarder des conneries sur YouTube, des petits films de chats, de chiens, de nanas, de mecs, de bidules, de trucs, de stars, de tout ce que vous voulez, et ça va durer 2-3 minutes, et voilà, et vous en avez absolument rien à foutre, vous passez d'une à l'autre, et ça n'a absolument aucune valeur.
Donc si la personne monétise avec, mais par contre vous faites beaucoup de volume parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce genre de produit. Donc si vous faites ce genre d'activité, de création de contenu pour un blog par exemple, ça a son intérêt, mais il va falloir faire du volume et il va falloir vraiment descendre très bas en qualité pour avoir beaucoup de volume, pour pouvoir amortir avec de la publicité. Maintenant, l'autre stratégie extrême, ça consiste à créer du contenu ultra qualitatif, ultra analysé, profond, où il va y avoir qu'une minorité de gens qui vont regarder votre contenu, mais ce contenu-là, ça va être des gens qui vont être très ciblés, qui vont être prêts à payer pour avoir des choses plus en profondeur. Donc on sait aujourd'hui que le format, par exemple sur YouTube, si on prend l'exemple de YouTube sur les vidéos de 15 à 30 minutes, elles suscitent environ 50% de l'engagement, c'est-à-dire de 50% des clics, des internautes qui sont intéressés à consommer. Donc son blog, le problème c'est qu'il a positionné des fiches de lecture un peu intermédiaires entre la profondeur, l'analyse en profondeur de livres de développement personnel et le contenu de distraction cheap qui fait pas non plus. Cette absence de positionnement, à mon avis, c'est un vrai problème pour monétiser. S'il veut monétiser son blog et Nicolas, si tu veux monétiser ton blog et tirer des revenus complémentaires, ce défaut de positionnement, de polarité, à mon avis, ça va poser un vrai problème. Voilà. Après, combien gagner, de combien on a besoin pour partir en expatriation, voilà. Donc, dans un pays émergent, quand on veut mener une vie normale, il n'y a pas de normalité, mais une vie correcte, confortable, sans ambition, il ne faut pas croire qu'un pays comme la Thaïlande, Costa Rica, c'est parce que c'est des pays émergents qui coûtent pas cher. Ça, c'est un autre piège que les gens ne comprennent pas, c'est que les prix sont mondiaux sur les objets, ils sont adaptés ensuite, ils sont ventilés en fonction de la TVA locale et en fonction des variations de devises. Mais une télé fabriquée dans une usine en Asie, elle va être vendue le même prix au Panama, au Costa Rica, en France, moins tous les coûts de transport et de distribution et de taxation. Mais à la base, le produit vaut le même. Et donc au final, on a des prix qui ne sont pas très éloignés. C'est pour ça que les villes les plus chères, pour maintenir un certain niveau de vie, c'est les villes en Afrique, parce que c'est là où il n'y a rien et acheminer tout le confort de vie auquel on attend, auquel on aspire, et il coûte extrêmement cher à acheminer. Donc paradoxalement, dans les pays les plus pauvres, vivre comme un riche avec un certain niveau de vie, c'est là où ça coûte le plus cher. Donc il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que si vous voulez partir, vous expatrier, les besoins financiers pour financer votre vie, ils vont être réels. C'est-à-dire, moi je vous recommande au moins 2000 $ par mois pour pouvoir payer votre loyer, à maintenir votre confort de vie que vous avez en France. Même si vous n'êtes pas matérialiste, il y a la santé, une télé, sortir au resto, avoir une bagnole, louer un appart, pouvoir monter dans un avion et pouvoir bouger un petit peu. Vous avez besoin de 2000 $. Donc ce que je vous recommande vraiment chaudement, c'est de ne pas travailler en local, j'arrête pas de le dire dans tous les blogs, mais c'est un moins de réalité, mais de travailler à l'international. Par exemple, dans le cas de Nicolas, de vendre des prestations, soit de faire de l'affiliation, du marketing affiliate sur son blog de développement personnel. Il peut peut-être mettre en avant, après avoir lu 1000 livres, il peut peut-être aller, par exemple, une idée, ce serait d'aller tester ou de se mettre en rapport avec des gens qui font du développement personnel, je sais pas, des coachs ou des psys ou des stages pour apprendre à vivre ses émotions, ou je sais pas, il y a une énorme business là-dedans. Donc de se mettre en contact avec des gens et puis de tester leurs produits ou de les mettre en valeur sur son blog et puis de toucher une commission d'apporteur d'affaires. Mais ça peut être valide comme business, surtout si ça le passionne. Néanmoins, on ne part pas en expatriation si on n'a pas de manière régulière 2000 $ qui tombent liés à un business sur internet. Donc, et ces 2000 $, je recommande vraiment qu'ils soient réalisés sur le sol européen ou américain, au Canada, au Japon, en Australie, ce que vous voulez, dans un pays à forte devise et avec un marché industrialisé de consommateurs matures et solvables. Si vous ne faites pas ça, ça va bloquer financièrement comme beaucoup de Français. Vous allez avoir des paies, des chocs de volatilité, des machins, des trucs, et puis à un moment vous allez retrouver sans thune et vous allez rentrer en France à queue basse. Donc ça vaut vraiment le coup quand même de réfléchir. Donc Nicolas, voilà, je te fais pas de coach, mais je te réponds là maintenant. Ton blog, à mon avis, il faut le pousser en profondeur pour aller chercher des gens pour répondre à la problématique des gens qui en veulent plus, qui réfléchissent plus profond. Et puis ici, il faut développer tes fiches de lecture sur les intervenants et faire du business affiliate et voir ce qu'il en sort au niveau financier.
Et puis voilà. Et sinon concernant les frais médicaux et les assurances santé, faut trouver un autre mec que moi, parce que moi j'en sais que dalle. Alors un deuxième intervenant qui m'a écrit, il m'a écrit parce que il a été chercher une femme en Arménie. Il a vu ma vidéo, il a 45 ans. Philippe, qui est un vieux client d'Edouard Valis, Objectif Éco de la boutique. Et il a une femme arménienne qu'il a ramenée en France. Et donc il m'explique son calvaire. En l'occurrence, c'est pas, on peut ramener des femmes en Pax en France, a priori. Le souci, c'est pour les renouvellements du visa, où là ça devient corsé. Les enquêtes françaises dans les couples amoureux sont assez intrusives, on va dire. Donc il est en train de se plaindre, et même pas si ils ont fait un enfant ensemble, je crois, et donc il faut répondre à tout un tas de questions pour savoir si une Arménienne est vraiment capable d'élever un enfant. Donc c'est là où les fonctionnaires français sont quand même un petit peu, ils sont toujours en train de nous la jouer morale, mais enfin se dire que parce que la femme est arménienne, elle n'est pas capable d'élever un enfant au standard de la France, moi je dirais, et alors, et les Françaises, est-ce qu'elles sont capables d'élever des enfants au standard de la France d'ailleurs? Mais passons. Donc je dis qu'il me raconte son calvaire, et donc je lui réponds, lui, Philippe, je te réponds que c'est le même bordel au Panama. Moi je vais devoir marier ma taille pour partir au Panama avec, et que il n'y a pas qu'en France où les fonctionnaires sont assez intrusifs dans les couples, même ici en Thaïlande. Il y a quand même tout un tas de dossiers, surtout quand on commence à faire des enfants pour obtenir ou la nationalité ou des visas long terme famille. Il y a plein de couples qui sont cassés. Enfin, dans tous les pays, il y a un truc qui est assez détestable, c'est quand les États commencent à se mêler des relations amoureuses. Je l'ai déjà exprimé sur mes différents blogs. Personnellement, ça me choque. Ouais, je trouve ça totalement choquant. Je comprends pas ce que fout l'État ou la religion dans les relations amoureuses. Je pense qu'ils sont totalement... c'est complètement déplacé. On n'a pas besoin de ces gens-là pour s'accoupler, pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir si on doit aimer ou pas, ou comment s'organiser. Que les États et les politiciens cherchent à nous contrôler là-dedans, je trouve ça insupportable, détestable et totalement déplacé. Donc c'est le cas également pour moi. Donc pour le Panama, j'ai le choix entre investir 160 000 $ au nom de ma nana, parce que je quitte la Thaïlande et qu'elle est thaï et que je vais m'installer pour vivre à Panama City. J'ai le choix entre investir 160 000 $ pour qu'elle ait un visa ou de la marier. J'ai le choix entre avoir le sida ou le cancer, grosso modo. J'ai pas du tout envie de me remarier, mais bon, je pense que je vais prendre l'option mariage plutôt que de coller 160 000 $ à son nom. Voilà, donc on est tous dans le même merdier. Oui, les relations amoureuses internationales sont compliquées parce que les États veulent contrôler, encore une fois. Il n'y a pas de solution à ma connaissance, on est obligé de subir ces règlements. Voilà, j'ai pas trouvé de solution en ce qui me concerne, j'ai pas de solution à vous transmettre. On doit subir. Alors ensuite, dernière question du jour, j'ai reçu, alors là, ça concerne le groupe de stratégie de vie pro-perso que j'anime. Je reçois, vous êtes très nombreux, en fait on foire tous notre vie, non pas à cause des autres ou de l'État français et des fonctionnaires, non, on foire tous notre vie parce qu'on a tout un tas de croyances inconscientes qui nous programment et qui drivent à notre insu 80% des résultats qu'on obtient. Et donc, quand on a de 20-30 ans, on ne se rend pas compte, on est drivé, on tourne en boucle sans s'en apercevoir. Mais quand on arrive à 40-50 ans, on se dit quand même qu'il y a déjà un air de déjà vu en fait. Et on se dit qu'on a déjà vécu ce genre d'échec et que ça commence à être un peu répétitif et qu'il y a quelque chose sous le capot qui est en train de nous manipuler en fait. C'est un peu ça qui se passe à partir de 40 ans, c'est qu'on devient un peu plus dubitatif sur nous. On comprend bien que notre part de responsabilité a l'air beaucoup plus élevée dans ce qu'on obtient comme résultat dans la vie que ce qu'on veut bien l'imaginer au départ. Et surtout, immédiatement, la question suivante, c'est comment on sort de ce merdier, comment on essaye de se libérer, de changer de vie. Beaucoup de gens, je prends ce cas de figure, mais il est un peu synthétique, parce que j'ai reçu beaucoup d'emails. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes tous en train de m'écrire, mais en fait, il y a un énorme mal-être en France. Que vous gagnez 2000 ou 10 000 euros, c'est la même. Il y a en vous, enfin, je canalise par mes contenus, et en vous une envie de vivre et vous n'y arrivez pas à vivre. Il y a une espèce de fureur de vivre qui est complètement bloquée
et vous n'arrivez pas à vivre votre vie qui vous plaît, vous avez l'impression d'être un esclave. Donc oui, certains me reprochent d'employer le mot esclave et qui est trop fort, mais en même temps vous m'écrivez tous en me disant que vous avez plein de cul de votre vie, que vous n'êtes pas vivant et vous aimeriez bien changer, et là vous vous heurtez en fait à vous-même et à vos mécanismes inconscients. Donc est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'il existe une porte de sortie vers le haut? On arrête de se saboter sa propre vie tout seul. En fait, on est son premier bourreau, on est son premier ennemi. Et ça, c'est ce que vous m'écrivez. Donc est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Oui. Malheureusement, c'est pas une solution qui est facile. Donc bien sûr, moi le premier, j'ai pas envie de me faire chier la couille à mettre en œuvre, à travailler, j'ai envie de croire au Père Noël, j'ai envie d'arriver et puis que je prenne un paquet bonus là, et vas-y, je fais ci, je fais ça, et puis après mes problèmes disparaissent d'humain et puis je peux vivre ma vie peinard. Je suis comme vous, mais malheureusement ça marche pas. Il faut pas croire au Père Noël, le Père Noël n'existe pas et ça marche pas. Donc oui, il existe des solutions, mais les solutions nécessitent un investissement humain, un investissement personnel qui est extrêmement important. Donc la solution, elle est, de toute façon, on la connaît tous. Qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'humain, on a une partie de nous qui est, comment dire, un peu, qu'on contrôle pas. Là, il y a une part un peu mystérieuse de la vie, on va dire, avec tout l'aspect Dieu et tout le bazar. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à fuir cette partie-là. Donc en étant dans le mouvement, dans du faire, en fait, on fait des boîtes, on voyage, on fait, on achète, on baise, on a 15 milliards, on bouffe, on a des béquilles, des addictions diverses et variées, on fait du sport, on fait. Et donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une manière de nous fuir, de fuir ce qu'on est vraiment. Et ça, ce qu'on est vraiment, on passe pas beaucoup de temps avec, voire pas du tout. Et quand on passe pas du tout de temps avec soi, et qu'est-ce qui se passe? Ça bloque, et c'est là où on commence à faire du sabotage. Bien sûr qu'il y a une solution. Si on arrête de fuir et si on arrive à entrer en contact avec nous, oui, les comportements de sabotage cessent, parce que c'est un espèce de chantage intérieur qu'on a tous. Tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de moi-même, je m'occupe pas de qui je suis, je réponds même pas à la question qui suis-je, parce que la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de qui suis-je, de répondre à leur propre identité. Et derrière, donc je fais, voilà, c'est cool et tout, mais derrière je me sabote la gueule et j'obtiens rien, je progresse pas, et à 45-50 ans je suis épuisé parce que j'en ai marre de faire des boucles et de m'auto-détruire quelque part et de pas obtenir finalement ce à quoi j'aspire, ce qui compte le plus pour moi. C'est ça ce que vous m'écrivez tous, c'est la même pour moi, c'est la même pour tous les humains sur Terre. Donc, et la solution c'est la même, évidente. Oui, il faut monter un peu dans les sphères un peu spirituelles. Oui, il faut aller partir à la découverte de soi. Oui, il faut se casser les burnes à essayer de comprendre qui on est, de quoi on a besoin, comment on se remplit. Et c'est à partir du moment où on rentre dans cette voie-là qu'on va pouvoir commencer à désactiver le sabotage. Est-ce que c'est glamour? Je vous mets à l'aise. Non, c'est pas glamour, c'est un enfer. Est-ce que c'est cool? C'est pas cool. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. En plus, on est seul. En plus, il y a la notion de partage. Beaucoup de gens sont seuls. Il y a une solitude en France. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le modèle familial, le père, la mère, l'enfant, et puis on va voir les grands-parents une fois de temps en temps, puis on voit des amis le week-end. C'est un modèle de merde, c'est un modèle qui apporte que de la solitude et que je recommande absolument pas. Je recommande vraiment le modèle de la tribu, c'est celui que je mets en place depuis déjà 5, 6, 7 ans et que j'ai envie de pousser de plus en plus. Mais il y a beaucoup de solitude et non seulement il faut partir à la découverte de soi, mais en plus il faut partager avec d'autres. Et donc qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre vous qui m'écrivez, c'est je pense ça, ah Charles, tes vidéos me font du bien parce que je suis tellement seul, putain, je peux parler à personne, je peux pas parler à mes copains, je peux pas parler à ma famille, je peux pas parler à mes collègues de travail qui se foutent de ma gueule, je suis seul et toi t'es en train de dire ce que je ressens. Et donc je t'écris à toi, je suis désolé, je te tutoie parce que j'ai ça, mais je l'ai tous les jours dans la boîte email. Je suis désolé, je te tutoie parce que je te connais à travers tes vidéos, moi tu me connais pas, donc c'est un peu dysfonctionnel d'arriver de te tutoyer, mais voilà, merci pour voilà, c'est ça. Faut pas. Alors ce que je voudrais vous dire par le biais de cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous m'écrivez, vous êtes des centaines et des milliers dans ce cas de figure, et je pense que la majorité des humains sont en fait des millions, sont dans votre cas de figure, c'est-à-dire dans la solitude. Donc la première étape, c'est d'arrêter cette putain d'organisation sociale du couple, voilà, à parler à votre bonne femme. Je peux le dire, votre bonne femme, vous êtes 96% en ce moment d'hommes à me regarder selon YouTube. Donc on est entre mecs massivement, qu'il y a 4% de femmes, je sais pas ce qu'elles font là. Je dis que si vous avez basé votre vie à parler à votre bonne femme, et puis à votre mère, à votre famille, et puis de temps en temps à vos amis le week-end, ça ne peut pas fonctionner. Un être humain a besoin de beaucoup plus de contact.
Donc oui, il faut se regrouper, oui, il faut faire des tribus. Le système de tribus a été cassé par les États pour qu'ils puissent lever leurs impôts et nous dégommer et mieux nous contrôler. Mais la vérité, c'est qu'on est fait pour vivre en tribu. Et il est impératif de monter sa propre tribu autour de soi pour partager votre vie au quotidien. Donc ça, c'est impératif. Donc dans le groupe de vie perso, pro, stratégie de vie pro-perso, il y a 25 heures, mais dedans, il y a au moins 1 heure dédiée à la tribu, comment l'importance du partage. Si vous partagez pas, si vous êtes seul, mais vous n'allez rien tirer de votre vie. La solitude, il n'y a rien de pire. Donc, et deuxièmement, après, pour régler vos problèmes de sabotage, il faut aller dans la voie pourrie de la spiritualité, où il y a tout un tas de stratégies pour faire connaissance avec soi et arrêter de se fuir. Et si vous fuyez, c'est que vous êtes bonne raison, c'est que ça fait flipper, c'est qu'il y a plein de raisons émotionnelles diverses et variées, et que de toute façon, ça ne sera pas une partie de plaisir pour aller là-dedans. Donc voilà, donc je ne vous fais pas une vidéo pour vous faire rêver. Oui, il existe définitivement, oui, il existe des solutions pour avoir une vie vraiment meilleure et arrêter d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie. Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est facile? Alors là, non, c'est pas facile. J'espère que ça vous inspirera. Continuez à m'écrire, à m'envoyer vos témoignages, vos questions. Et je vais essayer d'y répondre au moins 1 fois par mois. Je vais faire des bundles de questions pour essayer d'intervenir plus souvent en fonction de vos propres questions. À bientôt.